crois, illustre ses compétences, ses valeurs et ses expériences. D'abord, puisque nous sommes dans un cadre universitaire, il m'appartient de rappeler votre parcours universitaire, un parcours brillant qui aurait pu vous conduire, si vous l'aviez voulu, à une carrière au sein de l'université. Vous avez suivi vos études de droit à l'université d'Ottawa. Ces études vous ont permis ensuite d'entrer au barreau du Québec en 1970, mais sans doute avez-vous voulu compléter les études de droit par une connaissance de la pratique des affaires et vous obtenez avec distinction une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. Vous enseignez alors à l'École des hautes études commerciales à Montréal. Mais je crois que, deuxième point, vous vouliez pas simplement analyser ou réfléchir, vous êtes un homme d'action, vous vouliez entreprendre, valeur que nous voulons inculquer à nos étudiants. Vous devenez donc gestionnaire en redressement d'entreprise, propriétaire, dirigeant d'entreprise dans les secteurs de l'hôtellerie, de la vente au détail. Puis vous dirigez la société de développement industriel. Parallèlement, vous êtes gouverneur de l'Association des MBA du Québec. Ce besoin d'entreprendre, ce besoin d'agir va donc vous caractériser dès le début de votre parcours professionnel. Ce besoin d'action, vous allez très vite le mettre au service de la collectivité en vous engageant comme élu, en étant député à partir de 1989. Cette année-là, vous êtes en effet élu député du comté d'Outremont et dès votre arrivée à l'Assemblée nationale du Québec, vous entrez au gouvernement comme ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du Québec, fonction que vous exercerez de 89 à 94. Ce n'est pas, si l'on s'en souvient, un moment facile sur le plan économique. Les contraintes sont fortes, nous ne sommes pas dans une période d'expansion, et pour essayer de relancer l'économie, l'industrie au Québec, vous vous engagez autour d'une stratégie de développement économique élaborée par le professeur Michael Porter à la Harvard Business School. Vous vous engagez sur cette théorie des grappes industrielles qu'on va appeler aujourd'hui, malheureusement en bon français chez nous, les clusters. Mais vous démontrez au Québec, et nous avons depuis en France bien souvent été voir comment le Québec avait su et pu s'organiser de cette façon, vous obtenez des résultats significatifs, résultats d'ailleurs que vous mettez aujourd'hui au service de la ville de Montréal. Vous êtes réélu député en 1994, vous présidez alors la Commission de l'économie et du travail du Québec, puis, ayant servi ainsi au plan provincial, vous choisissez de vous engager vers Montréal, vous devenez le premier chef du parti municipal de l'Union des citoyens et citoyennes de l'île de Montréal, et en 2001, lors des élections municipales, vous êtes élu maire de Montréal, maire, dirais-je, de la nouvelle ville de Montréal, puisque précédemment, une fusion
d'un certain nombre de communes, je le dis pour les Français ici présents, avait été décidée. C'est dans un contexte donc difficile, parce que cette fusion, comme toujours, nous le vivons aussi en France, ces fusions ne sont pas faciles, elles sont contestées. Donc vous arrivez à la mairie de Montréal dans un contexte difficile, avec pour mission de construire cette nouvelle ville, et la meilleure preuve que vous y réussissez, c'est que vos concitoyens vous réélisent, et vous réélisent largement l'an dernier, en 2005, à la tête de la ville de Montréal pour un second mandat. Vous montrez au service de cette grande métropole de l'Amérique du Nord votre capacité d'action, votre volonté, votre sens de l'initiative, et ce sont aussi des valeurs que nos universités lyonnaises cherchent à inculquer à leurs étudiants. Je voudrais également mettre en valeur, chez M. Gérard Tremblay, je voudrais mettre en valeur l'homme d'ouverture vers les autres cultures. À Montréal, vous l'avez montré depuis votre prise de fonction, vous êtes attaché à l'ouverture vers le monde de votre ville. Vous êtes vice-président de l'Association internationale des maires francophones. Vous êtes membre fondateur du Conseil mondial des maires sur les changements climatiques. Et vous êtes donc aujourd'hui, par votre présence à Lyon, vous le montrez, un acteur privilégié de cette relation forte, disais-je, entre nos deux villes, de Lyon et de Montréal. Et vous me permettrez de me réjouir que cette relation soit aussi forte, qu'elle sache se perpétuer au travers, et c'est normal, des alternances dans nos deux villes. Vous y apportez aujourd'hui beaucoup avec notre maire, comme M. Barre, ici présent, que vous me permettrez de saluer, comme M. Barre a su, avec votre prédécesseur, M. Bourque, construire une amitié et des relations suivies. Je crois que c'est important pour Lyon et pour Montréal que cette relation forte entre nos deux villes. Dans mon université, l'université Jean Moulin, nous avons une chaire de la francophonie et de la mondialisation, et donc nous sommes particulièrement attentifs à ces relations avec le monde francophone et avec l'université de Montréal, avec la ville de Montréal en particulier. Je voudrais, sans être trop long, dégager enfin un dernier point qui me paraît marquer la personnalité de M. Tremblay. Vous êtes profondément persuadé qu'il faut développer la participation de nos concitoyens à la vie politique et d'abord à la vie municipale. Vous avez créé à Montréal un poste de protecteur des citoyens, vous avez créé un office de consultation publique, vous vous êtes fait le promoteur d'une charte montréalaise des droits et des responsabilités qui vient d'entrer en vigueur, je crois, au début de cette année. Ce sont des initiatives importantes. Chaque grande ville essaye d'en prendre, mais je crois que nous pouvons aussi regarder du côté de la ville de Montréal, du côté de votre expérience, des éléments pour mieux développer cette participation de nos concitoyens à la vie locale et à la vie politique en général. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, notre université sera désormais heureuse de vous compter parmi ces docteurs honoris causa. Et si vous me permettez en conclusion de qualifier ou d'essayer de qualifier la personnalité de ce nouveau docteur, je dirais de M. Tremblay, et qu'il est sans doute un humaniste engagé et que c'est cette personnalité que nous souhaitions honorer ce soir. Merci.
C'est M. Guy Laborel, président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, qui va remettre les insignes de docteur honoris causa à M. Gérald Tremblay. Monsieur le maire, par décision du Conseil de l'Université, approuvée par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, il vous est décerné le titre de docteur honoris causa de l'Université Jean Moulin. J'ai l'honneur de vous en remettre le diplôme et les insignes. J'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de notre université. J'invite M. Tremblay à répondre pour l'ensemble des récipiendaires pendant quelques minutes. Vous êtes mis à contribution. Monsieur le Premier ministre et président du conseil d'administration du Centre Jacques-Cartier, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le délégué général du Québec, Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, Monsieur le président du conseil régional, Messieurs les recteurs et les présidents des universités de Lyon et du Québec, distingués invités, mes chers amis du Québec, permettez-moi d'entrée de jeu de féliciter mes deux collègues honorés ce soir. Je voudrais dire à Luc Vinet, j'ai mentionné tout à l'heure de m'excuser de ne pas avoir compris tous ces théorèmes. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes de compréhension. Alors, il m'a excusé, mais je voudrais le féliciter et féliciter également Henri-Paul Rousseau pour l'honneur qui vous est donné ce soir. Alors, je dois dire, Henri-Paul, j'ai un peu plus compris dans ton cas parce qu'on est des partenaires proactifs, mais une chose est certaine, c'est qu'on va travailler en équipe ensemble pour continuer le cheminement qui est le nôtre, notamment avec l'Université de Montréal pour un projet important à Outremont. Je dis souvent à mon épouse Suzanne Tailleur, qui est avec moi aujourd'hui, que je connais depuis l'âge de 15 ans. Alors, je lui dis souvent, comment se fait-il que j'ai l'impression de n'avoir encore rien fait? C'est le cas pour moi. Alors, je prends avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité l'éloge qui m'est rendu ce soir. Et je dois vous dire que tous les trois, nous sommes très touchés de recevoir des doctorats honoris causa d'universités nommées en l'honneur de personnalités telles que Claude Bernard, Auguste et Louis Lumière et Jean Moulin, qui ont démontré tout au long de leur vie de la ténacité, une volonté de changement et un caractère novateur. Si nous partageons un peu quelque chose avec d'aussi grands personnages, c'est sans doute le désir profond de se mettre au service des autres. Merci donc de cette distinction et de l'amitié que vous nous faites. Depuis toujours et plus que jamais dans le monde contemporain, les universités constituent des foyers privilégiés de valeurs, de réflexion, de vision et de respect de la dignité humaine. Formidables lieux de partage. Elles ont eu et ont toujours la préoccupation de former la relève, de faire progresser le savoir, d'innover et d'initier constamment la recherche d'un monde meilleur. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'appréhender la réalité de façon isolée, chacun dans son coin. L'interdépendance s'impose pour décrire l'état du monde et concevoir des solutions qui englobent à la fois les dimensions biologiques, sociologiques, culturelles et spirituelles de la condition humaine. Ces solutions ne peuvent pas être
et ne doivent surtout pas être que politiques ou économiques ou scientifiques, mais bien tout cela à la fois. Et elles nous forcent à faire preuve d'imagination et d'audace pour penser le monde autrement. Il faut féliciter le Centre Jacques-Cartier, dont je veux souligner ce soir la présence de son président du Conseil et le remercier très sincèrement, M. Raymond Barre, d'avoir depuis des années voulu favoriser cette interdépendance et la rencontre des acteurs de divers milieux professionnels. Je veux donc vous dire à quel point Montréal et le Québec bénéficient des entretiens Jacques-Cartier et à quel point nous en sommes reconnaissants à son fondateur, le professeur Alain Bidault. Cette initiative lyonnaise est aujourd'hui un des fleurons de la coopération entre la France et le Québec, rejoignant ma profonde conviction quant au fait que l'avenir repose, en très large partie, sur la capacité de s'ouvrir sur le monde et sur la mise en commun de nos savoirs, de nos sensibilités, de notre imagination et de notre créativité. Cette mise en commun est d'ailleurs la pierre angulaire de la passion et de l'enthousiasme qui nous anime, messieurs Vinet, Rousseau et moi-même, dans la cause et le développement de Montréal et du Québec. Parce que nous sommes des partisans inconditionnels de l'interdépendance, parce que nous sommes convaincus que sans l'apport et l'appui de nos domaines respectifs, sans cette nécessaire interrelation, il ne saurait y avoir justement de développement, parce qu'il faut pour ce développement de l'investissement dans la formation de nos jeunes, nos décideurs de demain, dans la réalisation de projets structurants et mobilisateurs pour notre collectivité et surtout pour nos équipes respectives. De plus, une société ne saurait s'épanouir sans rêve. À défaut de rêve, elle stagne et s'étiole. Le rêve, la soif d'aller plus loin, le désir de faire mieux, la volonté de se projeter dans le futur, le sentiment de faire partie d'un ensemble, la certitude de pouvoir améliorer les choses et de faire une différence. Voilà ce qui anime notre volonté de changement et notre capacité de développement. Voilà ce que nous voulons pour nos universités. Voilà ce que nous voulons pour la Caisse de dépôt et placement du Québec et nos entreprises. Voilà ce que nous voulons pour Montréal et Lyon. Et voilà ce que nous voulons pour le Québec et la France. Nous recevons donc ce soir l'honneur qui nous est fait avec beaucoup d'humilité. Mais nous le recevons au nom de toutes celles et ceux qui partagent cette vision et cet idéal. Toutes celles et ceux qui ont fait de leur cité la deuxième ville universitaire en Amérique, après Boston, et la première au Canada, pour le financement de la recherche universitaire, le nombre de centres de recherche et de brevets détenus, et pour le financement de capital de risque. Nous leur dédions ces doctorats, qui représentent des valeurs universitaires profondes et essentielles, comme l'effort intellectuel, la persévérance, l'originalité dans la recherche, la créativité et l'innovation, valeurs chères à Montréal et au Québec. J'aimerais maintenant vous dire quelques mots d'une cause qui me tient particulièrement à cœur et qui réfère à la